Les mots, vous le savez, sont des armes. La réalité n'existe pas. La réalité, c'est ce que vous voyez sur les écrans de télé ou sur les réseaux sociaux. Les mots, notamment dans la laïcité, sont des armes pour disqualifier celui qui ne pense pas comme vous. Islamo-gauchiste, islamophobe. Donc, j'appelle l'attention sur la nécessité d'être extrêmement rigoureux dans le choix des mots. Sinon, vous tombez sur des querelles qui sont en fait des querelles politiciennes d'agressivité. Il faut définir les mots de manière rigoureuse et scientifique. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vous remercie. J'oublie peut-être d'autres élus, parce que je n'ai pas une très bonne vue, voilà, mais enfin, s'il y a d'autres élus, qu'ils soient vivement remerciés de leur présence. Ainsi que tout le monde d'ailleurs. Il semblait très choquant qu'on puisse considérer le secret de la confession comme un secret professionnel permettant de s'affranchir des obligations qui s'imposent à tout le monde. Quand on connaît un crime, un délit, un acte qui va être commis, on doit le dire quand on est citoyen, fonctionnaire public, parent d'élève, travailleur social. Donc pourquoi l'Église serait-elle la seule à ne pas être soumise à cette obligation? Donc peut-être que c'est dans des textes sur le secret professionnel, mais nous questionnons ces textes. Est-ce que vraiment c'est conforme à la laïcité, qui est l'égalité des droits et des devoirs, y compris pour les représentations des religions? Est-ce que vraiment c'est conforme à la laïcité que de faire une exception pour l'Église? Nous n'en sommes pas du tout convaincus, mais on va travailler là-dessus, on vous donnera des éléments. C'est possible que ce soit secret professionnel, c'est très discutable du point de vue de la laïcité, pour ne pas dire plus qu'on en fasse un obstacle à prévenir des délits et des crimes. C'est un point hypersensible pour l'Église, bien entendu. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour l'introduction passionnante que vous avez faite et le court-métrage également passionnant. La première remarque que je voulais faire, c'est sur la présence des gens dans la salle, que moi je trouve très réjouissante pour deux raisons. D'une part parce qu'on est extrêmement nombreux, d'autre part parce qu'on est extrêmement pluriel. Pour connaître un certain nombre de gens, de personnes qui sont présentes ici, il y a 10 ans sur ces débats-là, dans l'espace politique de la gauche associative, politique, etc., on n'était pas forcément toutes et tous d'accord sur ces sujets, voire on était en conflit assez régulier. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, et je vous félicite, M. Blanco, pour le travail que vous faites, parce que vous êtes un très bon prétexte à réunir des gens aussi différents, parce qu'en repassant par l'historicité de la laïcité et le discours rationnel que vous avez, ça nous permet de rediscuter de manière apaisée. Et du coup, j'avais une question. Je pense que comme militants antiraciste, on a souvent été un peu frustrés ces dernières années de ces débats-là, parce qu'on avait affaire à une instrumentalisation de la laïcité qui est un instrument de pouvoir en réalité, qui est un instrument de mise au pas, et je me faisais la réflexion en écoutant le documentaire sur les extrémismes religieux, elle était un instrument de mise au pas comme les extrémismes religieux le sont, pour déposséder les gens de leur pouvoir et de leur capacité d'émancipation. C'est-à-dire que typiquement ces débats-là ont été un moyen vraiment d'asseoir ce que vous appelez un catéchisme républicain probable. La raison majeure pour laquelle l'Observatoire de la laïcité a été supprimé, c'est que c'était une voie indépendante. Et c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on veut une normalisation, avec une seule voie, celle de la voie de l'État, qui est d'ailleurs une voie plurielle parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais qui est quand même une voie de mise au pas. Et je vais citer un exemple que plusieurs d'entre vous connaissent sûrement, c'est la campagne d'affiches qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée scolaire. Ce sont des affiches plutôt sympathiques. On voit des petits garçons, des petites filles, des jeunes garçons, des jeunes filles, ensemble, dans des circonstances joyeuses. Et on a une série d'images, et après il y a la laïcité, c'est ça. Première image, un petit garçon noir, une petite fille blanche, qui sont dans la même piscine. La laïcité, c'est qu'ils soient tous les deux dans la même piscine. Deuxième image, un petit garçon blanc, une petite fille visiblement arabe, entre guillemets, qui lisent le même livre. La laïcité, c'est qu'ils rient devant le même livre. Donc ça a deux aspects. C'est un aspect en fait néocolonial. La laïcité, c'est fait pour ces gens qui viennent de l'immigration, qui viennent de la diversité, qui n'ont pas compris. Il y a une surreprésentation par les prénoms, par les visages, par les couleurs, qui est absolument scandaleuse. Et ça, c'est un instrument très, très vicieux. En plus, on ne veut pas un seul adulte. Or, les profs, ça joue un rôle. Les gens qui servent à la cantine, ça joue un rôle. Les assistantes sociales, ça joue un rôle. La laïcité, elle n'est pas comme ça en claquant dans les doigts. Et il n'y a rien de là-dedans qui soit en plus en rapport avec la laïcité. Et nous, on avait proposé, il y a 7 ans déjà, une campagne de la laïcité qui était une vraie campagne sur la laïcité. Où il y avait notamment 2 affiches. Une première affiche, on voyait une balance, des balances romaines, avec 2 plateaux. On mettait la laïcité, c'est l'égalité. Sur un plateau, il y avait un éléphant, et sur l'autre plateau, il y avait une souris. Deuxièmement, on voyait une jeune fille qui disait « Je suis brune, végétarienne, musulmane, roqueuse, et en gros, citoyenne ». C'était parfaitement défini. C'était très simple de faire cette campagne d'affiches, il y a 8 ans qu'ils auraient pu le faire, et ça touchait à la laïcité.
aujourd'hui d'intervenir, donc je tiens à remercier Bouzid Lamazing qui m'a permis d'être là aujourd'hui. On m'a demandé de faire un témoignage qui touche plusieurs thématiques, parce que moi je me suis dit que quand on parle de laïcité, on parle de religion, et quand on parle de religion, du coup on parle de féminisme et patriarcat. Du coup je vais vous faire part du coup de mon parcours personnel, à la fois en tant que féministe, en tant que musulmane pratiquante, et en tant que citoyenne. Donc je m'appelle Fatima. Désolée, je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais ça. Je suis marocaine, je suis issue de l'immigration. Je suis rentrée à l'âge de 2 ans en 1993. Donc du coup, je suis devant vous aujourd'hui pour vous témoigner, pour faire un témoignage en tant que femme dans cette société qui est bien encore ancrée donc, dans le patriarcat. J'ai été éduquée pour être au service de l'homme. Tous les principes transmis par mon père étaient pour soulager, faire plaisir aux hommes de ma famille et à l'homme que j'épouserais bien entendu, qui bien entendu serait choisi par celui-ci, car il est le fruit du patriarcat occidental et maghrébin, qui est nourri également par la religion. Mais à 19 ans, j'ai décidé de casser le schéma de la masculinité de domination. J'ai pris mon envol pour devenir une femme libre. Excusez-moi, je suis obligée de dire. Celui d'être qui je veux et indépendante dans mes choix. Mais cette liberté a eu un prix, celui de la rue, où une femme exclue se retrouve être la proie de l'homme. Sortir de la rue et de la puissance masculine demande beaucoup de sacrifices. En effet, très peu de choix étaient à ma portée pour survivre, sauf celui de mon corps. Au milieu de cet enfer, ma bouée de sauvetage a été ma grossesse. La société a enfin ouvert les yeux sur ma détresse. Mais est-ce vraiment le cas? Personnellement, c'est ma fonction de femme procréatrice qui a réveillé le travail social. En effet, laisser une femme dehors passe, mais laisser une femme enceinte dehors est intolérable. Et d'un coup, on m'a destituée de mon identité de femme pour ne m'attribuer que celle de mère. À défaut de vous choquer, j'ai fait le choix, par amour, de construire mon identité de femme plus que de mère, afin d'offrir à mon enfant un parent à la fois conscient de ne pas être qu'une mère, mais surtout consciente d'être une femme. Au cours de mon cheminement de construction, je me suis saisie d'un outil pour définir mon identité, celui de la religion musulmane et du voile, qui m'ont permis de définitivement quitter le statut de femme-objet pour devenir moi-même et maîtresse de mes choix et de mon chemin, me permettant également de me détacher du regard de l'homme, qu'importe ses origines et ses attentes. Grâce au voile et à la religion, je n'ai plus peur d'être une femme. Mais au-delà du voile, la religion m'a permis de retrouver une stabilité, une sérénité, un sens à la vie, de la tolérance et d'acquérir plus de respect pour autrui, ce qui m'a permis de me reconnaître dans les valeurs que veut véhiculer ce pays. Excusez-moi. Par la suite, j'ai décidé de retirer mon voile, parce que mon identité a évolué. Et si j'ai pu le retirer aussi simplement, c'est parce que les principes de la laïcité m'en ont donné le pouvoir. Aujourd'hui, la religion, et en particulier l'islam, est prise en otage, car semble-t-il, celle-ci est en opposition à la laïcité. Mais savons-nous ce qu'est la laïcité? Pour moi, mon parcours dans la religion est à l'image de ce qu'est la laïcité, celle d'être libre de vivre et croire à ce que je souhaite, sans être peur d'être agressée, prise à partie, car des personnes sont dénuées de connaissances et donc dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, la laïcité, au lieu d'être un cadre garantissant la liberté, est un outil utilisé pour désigner le bouc émissaire responsable de la souffrance de ce pays. Quels que soient les sujets que j'ai partagés avec vous, en faisant part de mon parcours, je montre l'importance de continuer à se battre pour permettre à chacun, chacune, d'être respecté et libre. Je saisis l'ampleur de la tâche, car encore de nos jours, nous n'avons pas encore le pouvoir de vivre selon nos propres choix. Et je pense que l'humanité continuera de répéter les erreurs du passé.